Bon, alors hier soir, je prends un verre tranquille avec une représentante très haut placée de la gente féminine, si tu vois ce que je veux dire. Genre, directrice générale? Quoi? Non, plutôt genre fracture de l'œil. Bref, on parle économie, tout se passe bien, je lui parle des différentes monnaies, le truc que tu m'as expliqué l'autre fois, et de fil en conversation, et oui, on s'en fout, elle me pose une question sur ton quantitatif machin. Et rien, je sais même pas ce que c'est, t'as pas fini d'expliquer, alors est-ce qu'on peut, s'il te plaît, clôturer le sujet? Comme ça, je la rappelle tranquille, et puis je lui explique, quoi. Ouais, je suis pas sûr d'approuver tes méthodes. Ah ouais? Et tu fais comment, toi? Tu leur parles de tes cours d'aquaponais? Bon, c'est un super exercice, en plus t'es en contact avec les animaux, et... ouais. Ok. Donc aujourd'hui, on parle du quantitative easing. Ok, je pars du principe que tu te rappelles des 2 derniers épisodes. Qui crée l'argent, les différents types de monnaies, tout ça. Oh, tu veux pas faire un rapide récap? Bah, d'habitude tu te rappelles toujours de tout. Ouais, mais là c'était 2 épisodes, juste pour être sûr. Ok donc, l'argent qui circule dans l'économie est créé par les banques via des prêts. On l'appelle argent scriptural ou monnaie scripturale. Cet argent est détruit lorsqu'il est remboursé. La banque centrale, elle aussi, peut créer de l'argent, c'est l'argent central. C'est pas tout à fait le même que celui créé par les banques pas centrales, mais on n'a pas besoin de trop savoir faire la différence ici. C'est bon? Thanks. En décembre 2015, Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, la BCE, a annoncé qu'il prévoyait d'allonger la durée du quantitative easing, ou QE. Comment tu traduis ça en français? Assouplissement quantitatif. Ah, camoulox. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment du jargon incompréhensible. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me dire quel est le rôle majeur de la BCE? Créer de la monnaie? Eh ben non. C'est un de ses mandats, mais l'objectif principal, c'est plutôt la stabilité des prix. La maîtrise de l'inflation. Et l'inflation, pour rappel, c'est l'augmentation des prix. Voilà, donc rapidement, si tout va bien, les gens dépensent leur argent, donc la consommation augmente. Donc la production des entreprises augmente, donc les entreprises augmentent leurs prix, c'est l'inflation, donc les profits augmentent, et donc les salaires augmentent, et donc la consommation augmente, et c'est reparti pour un tour. C'est de la théorie super théorique, mais en gros, on veut de l'inflation dans l'économie. Alors pas trop, et pas trop peu non plus. Bref, le boulot des banques centrales, et donc de la BCE, c'est d'essayer de maintenir l'inflation autour des 2% environ. Est-ce que tu sais où en est l'inflation en zone euro actuellement? J'en ai aucune idée. Voilà, bah écoute, je te mets un petit graphique, et comme tu peux le voir, on est quasiment à 0. Donc ça va pas du tout. Ah ouais, donc la BCE fait pas son taf en fait. Eh ben, on va regarder ça. Pour réguler les prix, la BCE dispose de plusieurs outils, et notamment les fameux taux directeurs. Bon, il y en a plusieurs, on va pas tous se les faire. La règle à retenir, c'est quand la BCE veut faire augmenter l'inflation, c'est-à-dire qu'elle veut donner un petit coup de boost à l'économie, elle baisse les taux. Les banques obtiennent la précieuse monnaie centrale pour pas cher, donc elles se sentent plus à l'aise pour créer et prêter la monnaie scripturale pour pas cher non plus. Ça veut dire que les crédits à la consommation et les crédits immobiliers seront moins chers pour nous. Évidemment, quand la BCE veut ralentir l'économie, c'est-à-dire faire baisser l'inflation, eh ben elle fait l'inverse, elle monte les taux. En ce moment, comme on l'a vu, l'inflation est trop basse, ce qui veut dire que l'économie fait un peu la tronche. Bon, alors là par exemple, je te prends la courbe du chômage en Europe. Ben, tu vois bien, on n'est pas au plus haut, mais quand même, on est au-dessus des 10%. Donc théoriquement, qu'est-ce qu'on devrait faire là? On baisse les taux. Et oui, mais voilà, ils sont déjà super bas. Alors qu'est-ce qui se passe? L'argent n'est pas cher, mais visiblement, ça n'a pas l'air de relancer quoi que ce soit. Pourquoi? Voilà un graphe qui montre les prêts réalisés en zone euro auprès des ménages depuis 2003. Et puis là, ce sont les prêts des entreprises. Comme tu peux voir, c'est pas ouf. Pour les ménages, on dirait bien que ça repart un chouïa, et pour les entreprises, c'est clairement en baisse depuis 2008. Autrement dit, les ménages et les entreprises, d'une manière générale, empruntent moins. Alors que pourtant, les taux sont au plus bas. Ah ouais, c'est pas logique ça. Pourquoi? Ben ça, c'est difficile à dire. Une des explications, c'est que le niveau d'endettement est déjà très élevé. Les acteurs économiques cherchent à rembourser la dette existante plutôt qu'à s'endetter à nouveau. Mais en fait, peu importe l'explication. Ici, ce qui compte, ce sont les conséquences. L'économie est comme une espèce de baignoire. Sauf qu'à la place de l'eau, c'est du champagne? Non, de l'argent. La baignoire se remplit grâce aux nouveaux prêts accordés par les banques, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. Mais la baignoire se vide également, ce sont les remboursements des prêts existants. Alors si les acteurs économiques empruntent moins vite qu'ils ne remboursent, eh ben on peut finir par manquer de champagne. Enfin, d'argent.
Voilà à quoi ressemble l'évolution de la masse monétaire en Europe. On voit bien que depuis 2007, c'est un peu galère. Pourtant, la BCE fait ce qu'elle peut. Si j'ajoute l'évolution des taux d'intérêt, on voit bien que, malgré la baisse des taux, la baignoire a du mal à se remplir. Donc oui, la dette n'est pas chère, et c'est censé inciter les ménages, les États et les entreprises à ouvrir les vannes du crédit, mais personne ne peut les forcer à le faire. Et ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un moyen de rajouter de l'eau dans la baignoire sans passer par la dette. Et c'est à ça que sert le quantitative easing. Alors on va essayer de bien détailler ça. L'exemple de la baignoire est une façon pratique et simple de se représenter les choses. Mais il va falloir aller un peu plus loin. Je commence par redessiner la baignoire de l'économie. En fait, c'est plus une espèce de boîte. Et dans notre économie, on a 3 acteurs principaux. L'État, les ménages et les entreprises. Tout ce petit monde est connecté. L'argent va de l'un à l'autre, salaire, consommation, taxes, prestations sociales, subventions. Mais l'économie se vide à cause du remboursement des prêts. Les prêts ont 2 origines, la dette bancaire qui alimente les entreprises et les ménages, et la dette issue des marchés financiers, plus précisément le marché primaire qui alimente les entreprises les plus grosses ainsi que les États. La vanne des remboursements est grande ouverte, en revanche celles de la dette bancaire et du marché primaire sont quasiment fermées. C'est semi-ouvert pour les États, semi-ouvert pour les ménages également, et puis c'est plutôt fermé pour les entreprises. Bon, je mets des couleurs pour illustrer, plus c'est rouge, plus c'est fermé, plus c'est vert, plus c'est... Oui, bah ça va, je suis pas débile non plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette voix bizarre? Et j'espère que t'aimes bien, tu vas parler comme ça pendant tout le reste de l'épisode. Je trouve pas ça marrant du tout. Pour en revenir à ton schéma, je comprends pas d'où vient l'argent du marché primaire. Là. Il est créé lui aussi? Pas vraiment. En fait, l'ensemble des acteurs économiques peut investir. D'ailleurs, ici, petite précision, l'argent de l'investissement vient largement plus de l'épargne des ménages que des entreprises ou des États. Bien, dans notre nouvelle boîte, on retrouve les entreprises spécialisées, donc fonds de pension, assurances, sociétés de gestion, hedge funds, etc., et les banques. Et donc, c'est bien l'argent de l'investissement qui vient alimenter le marché primaire. Via ce marché, les investisseurs collectent 2 types de produits, des actions et des obligations. Mais pour les besoins de l'explication, je vais plutôt diviser en obligations d'État, donc dettes destinées aux États, et tout le reste. On y reviendra de toute façon. C'est bon, t'as tout suivi? Ouais, jusque-là, c'est ok. Mais tu mets pas de couleur pour les 2 tuyaux que tu viens de rajouter, là? En fait, on peut considérer que c'est plutôt ouvert. L'idée, c'est que même si l'économie n'est pas hyper en forme, il y a toujours des épargnants qui placent leur argent. Le problème, c'est que cet argent ne sait pas bien où aller. Autrement dit, il y a plus un problème d'offre que de demande. Mais de toute façon, on va y revenir, le schéma est pas fini. Bon, regardons un peu ce qui se passe. On est d'accord pour dire qu'ici, la partie investissement ne crée rien. Elle utilise l'argent déjà disponible pour le répartir différemment. Seule la dette des banques peut créer du nouvel argent. Les taux de la BCE ont beau être au plus bas, les entreprises et les ménages ne veulent pas ouvrir davantage les vannes de la dette. Donc ici, l'économie se vide. Voilà, si je représente le niveau de l'argent comme ça, hop, tu vois, ça se vide. On est donc dans la même situation que l'histoire de la baignoire juste avant. Ouais, en moins clair en fait. En plus précis, tu veux dire? Bon, j'enlève le niveau de l'eau parce qu'après sinon on va tout confondre. C'est donc dans cette situation que la BCE démarre son programme de quantitative easing. Elle va se mettre à créer de l'argent dans son coin. Ah oui, c'est le coup de la planche à billets. Oui et non. Le QE, c'est pas vraiment lié à l'impression de billets de papier. Ici, on parle d'argent électronique. Cet argent va être créé et il va être utilisé pour acheter la dette des États. Comme celle-ci est entre les mains des professionnels de l'investissement, donc les banques et les autres, eh bien ce sont eux qui vont récupérer l'argent. Et ben voilà, c'est ça le quantitative easing, l'émission de nouvel argent qui n'est pas lié à de la dette. Autrement dit, notre économie ne peut pas se débarrasser de cette nouvelle monnaie, parce qu'elle n'a pas besoin de la rembourser. Alors on est sauvé? Pas vraiment. L'objectif, c'est que cet argent se retrouve dans l'économie réelle. Pour l'instant, on est encore dans la case investissement. Voyons ce qui se passe ensuite. Comme les investisseurs ont pour mission d'investir l'argent, c'est un peu leur job en fait, eh ben ils peuvent pas garder du cash comme ça. Du coup ici la seule solution, c'est le marché primaire. Bon, les entreprises c'est mort, la vanne est toujours quasiment fermée, donc on n'arrivera pas à écouler l'argent là-dedans. Par contre, les États, c'est un peu mieux. Ici, petite parenthèse, on sait que les États ont tendance à plutôt serrer la vis niveau dette en ce moment. C'est dommage parce que le QE ce serait pile le bon moment pour se lâcher. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais puisque la BCE rachète une partie de la dette des États, c'est un peu open bar pour les investisseurs. Ils peuvent prêter à tout le monde. Avant le quantitative easing, ils pouvaient peut-être se dire que prêter à la Grèce, l'Espagne ou même l'Italie, c'était risqué. Mais puisque la BCE va de toute façon racheter une bonne partie de toutes ces dettes, les investisseurs craignent beaucoup moins de ne pas se faire rembourser. L'effet immédiat, c'est que les taux d'emprunt pour les États baissent.
Ils étaient déjà très bas à cause des taux directeurs, et ben ils vont encore baisser grâce au quantitative easing. En plus, deuxième effet qui se coule, les États payent désormais une partie des intérêts de leur dette directement à la BCE, ce qui veut dire moult profits pour la Banque centrale. Profits qui vont être redistribués via des dividendes aux actionnaires. Or, les actionnaires de la BCE, ce sont les États européens eux-mêmes. Bon, c'est pas parfait comme système, il y a des pertes par-ci par-là, et puis la BCE ne rachète pas toutes les dettes, mais quand même, c'est plutôt positif pour les budgets des différents pays européens. On referme la parenthèse. Donc, on revient à nos investisseurs qui viennent de recevoir l'argent frais de la BCE. On vient de le dire, placer l'argent dans la dette d'État, c'est possible, mais la tendance est quand même largement aux économies et aux réductions budgétaires. Donc qu'est-ce qui reste? Eh ben en fait, sur le schéma, il reste rien. Le marché secondaire, peut-être? Exact, le fameux marché de l'occasion des produits financiers. On peut lire souvent que l'argent du quantitative easing ne sert qu'à faire monter les marchés actions. Le CAC 40 en hausse, les indices boursiers, tout ça c'est une partie du marché secondaire. Et ici, ça semble assez évident. Puisque le marché primaire est quasi fermé, il n'y a plus qu'une seule option. Voyons ce qui se passe. Les investisseurs vont se pointer aux portes du marché secondaire avec l'argent du QE. Il y aura un genre de bouchon à l'entrée, un peu comme dans une boîte de nuit si tu veux, une boîte pleine à craquer. Sauf que c'est une boîte de nuit particulière, où il faut acheter son ticket au mec qui voudra bien sortir. Comme c'est un jeu d'offres et de demandes, et qu'il y a visiblement plus de demandes que d'offres, eh bien le prix des tickets va monter, ce qui supporte la thèse d'un quantitative easing qui fait monter les marchés actions. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours quelqu'un qui sort de la boîte. Il y a toujours un acheteur en face d'un vendeur. Donc si finalement quelqu'un arrive à rentrer, on a nécessairement un vendeur qui sort du marché avec les poches pleines d'argent tout frais. Du coup, il n'y a rien qu'à changer là. Bah si, on vient d'expliquer pourquoi le quantitative easing avait tendance à faire monter les marchés actions. Alors maintenant, l'argent est dans les mains d'un nouvel investisseur dont on ne sait rien. Que va-t-il faire? Option numéro 1, il peut se remettre dans la file pour re-rentrer dans la boîte de nuit. Bah, ce serait débile, il vient d'en sortir. Oui, bah je peux pas représenter toute la complexité des marchés actions avec une histoire de boîte de nuit. T'as qu'à imaginer qu'il veut aller dans une salle différente, sur un autre produit financier en fait. Ouais, ok, mais ça résout pas le problème. Il y aura toujours un investisseur qui sera poussé dehors. Oui et non. On peut carrément imaginer une espèce de boucle infinie qui continue de pousser les marchés vers le haut. Évidemment, dans un tel scénario, l'argent n'atteindra jamais l'économie réelle. On parle alors de bulle spéculative. Imaginons maintenant que finalement l'un des investisseurs sorte de la bulle. Où va-t-il aller? Ce qu'on espère, c'est qu'il va aller dans l'économie réelle, où il va dépenser son argent, relancer la consommation, ce qui encouragerait les entreprises à investir et donc à ouvrir les vannes de la dette. Mais beaucoup d'économistes pensent qu'en fait, c'est très peu probable, parce que cet investisseur, dont on ne connaît rien, est presque certainement un épargnant, une personne qui a déjà de l'argent, en tout cas suffisamment pour le placer. Pourquoi est-ce qu'il irait tout dépenser d'un coup? Bah ouais, mais il n'a pas le choix. Et si, il peut chercher un autre investissement ailleurs, puisque le marché primaire n'est pas vraiment disponible et que le marché secondaire est saturé, il va aller voir ce qui se passe en dehors de la zone euro. D'où mon nouveau tuyau qui correspond aux investissements extérieurs. Ah, ok. Alors on récapitule. L'économie perd son argent à cause du remboursement des prêts. La BCE fait tout pour offrir de l'argent pas cher grâce à des taux très bas. Mais ce n'est pas un problème d'offre, c'est un problème de demande. L'économie ne veut pas de nouvelles dettes. Donc la BCE cherche à créer de l'argent libéré de la dette. C'est le principe du quantitative easing. La BCE rachète la dette des États européens sur les marchés financiers, ce qui au passage est bénéfique pour les finances publiques. Sauf qu'en faisant cela, elle injecte du nouvel argent dans les poches de ceux qui en ont déjà suffisamment. Ceux qui ne vont probablement pas consommer davantage. Et qui vont donc plutôt chercher à réinvestir. Comme le marché de la dette n'est pas disponible, l'argent risque de venir nourrir des bulles spéculatives sur les marchés secondaires, ou d'être investi en dehors de la zone euro. Le quantitative easing renforce l'offre d'argent, mais n'agit pas sur la demande. Alors si les ménages, les entreprises ou les États se décident finalement à ouvrir les vannes de l'emprunt, tu peux être sûr que l'argent va affluer. Mais tant que c'est pas le cas, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Disons que le quantitative easing a peu de chances de résoudre le problème. Il faudrait agir directement sur la demande, ou alors il faudrait donner de l'argent à ceux qui en ont besoin, ceux qui consommeront. Moi, si tu me donnes de l'argent, je consomme. Tu rigoles, mais on commence à en parler. Va faire un tour sur Google et tape hélicoptère drop. Tu vas voir.
Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous permet d'y voir un petit peu plus clair. J'ai essayé de présenter les choses dans leur globalité, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le quantitative easing, donc encore une fois n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions, les commentaires sous la vidéo c'est fait pour ça. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, si vous voulez m'aider à maintenir la chaîne, la meilleure chose à faire c'est de partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou par mail ou même d'en parler autour de vous. Comme d'hab, je vous ai mis les petits liens pour me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.